Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo concernant les sit and go standard basse limite. Alors basse limite, ce que j'appelle basse limite, c'est de 1 à 3 euros, enfin de 50 centimes à 3 euros, voire 5 euros, ça dépend des sites. Donc là, je me suis inscrit sur 2 sit and go à 1 euro en standard, c'est-à-dire pas de turbo, pour qu'on ait vraiment le temps de jouer des mains et qu'il y ait un petit peu moins de variance. Donc sur cette table-là, sur ce premier sit and go, on part avec des jetons à 1500 jetons, avec des blindes qui attaquent à 10-20 et qui augmentent à peu près toutes les 7 ou 8 minutes. Voilà. Donc ça nous laisse vraiment le temps de jouer notre jeu. On n'est pas sur un turbo où il va falloir envoyer les jetons très rapidement et puis avoir un petit peu plus de chance. Là c'est vraiment le niveau de jeu qui fait le résultat. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous donner un petit peu la stratégie à adopter pour être rentable sur le long terme en sit and go et gagner de l'argent assez facilement, ou du moins ne pas en perdre. C'est très très important au poker, même si c'est la raison pour laquelle on joue au poker, c'est tout d'abord une passion. C'est pas que pour gagner de l'argent, hein. Si on veut gagner de l'argent, on a qu'à aller travailler, on gagnera bien mieux qu'en jouant au poker. Mais le but, c'est quand même d'être rentable. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu la stratégie à suivre en fonction des joueurs qu'on a à la table, du niveau qui est à la table, de la façon de jouer des autres. On va essayer de bien les observer. Vous allez voir que c'est facile de définir déjà quelques profils assez rapidement. Je vais vous expliquer un petit peu notre stratégie en début de sit and go, en milieu de sit and go. Si on arrive jusqu'à la bulle, ce serait très bien. Je ferai de même. Dans l'argent, ce sera encore mieux, on fera pareil. Et si on se fait un petit heads up, ce sera parfait, puisqu'on aura fait toutes les phases du sit and go que je pourrais vous expliquer. Voilà, donc à savoir qu'on va jamais jouer les mains de la même façon en début de sit and go qu'en milieu de sit and go, à la bulle, voilà. Donc en début de sit and go, on voit qu'on a joué seulement quelques mains, ça fait seulement 5 minutes qu'on joue, et on voit déjà qu'il y a un joueur éliminé. Alors là on a une paire d'as, c'est une main premium, on va bien évidemment la jouer, on va la jouer de manière agressive comme la plupart des coups. Donc on va relancer une relance standard de 3 fois la grosse blinde plus un limper. Voilà, donc 3 fois 2, 6 plus 20, 80. Ça c'est la règle du montant des relances. Voilà, après on se fait coller ou on se fait pas coller, peu importe. On va essayer de pas trop s'emballer sur ce coup-là, on va essayer d'être agressif pour sortir les joueurs, pour pas qu'ils touchent leur tirage. Donc là on a deux joueurs, je pense, qui sont faibles déjà pré-flop, puisqu'il y a du limp, puis ils sont faibles également post-flop, parce que le montant des mises est vraiment ridicule par rapport au montant du pot. Donc là on va sur-relancer pour essayer de gagner le pot tout de suite. Alors là les joueurs ils sont vraiment très très larges, on va essayer de pas se faire éliminer tout de suite, hein. De pas se faire craquer notre paire d'as. On va mettre un troisième barrel tranquillement en espérant se faire payer par moins bien. Bon, ça colle. Il y a un petit tirage couleur, bon, on va pas prendre de risque, on va suivre. Voilà, ça touche. Il avait son 10. Le mec il a suivi tout le long. Alors vous voyez là, Iji, voilà, avec 3G, je sais pas pourquoi. Ça a l'air d'être un joueur qui est très large, on voit qu'il a joué une main avec Dame 10 dépareillé. Alors à savoir que, pour parler du début de sit and go, notre sélection de mains sur les débuts de sit and go, c'est de jouer très 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 serré, et de manière également agressive. Alors l'agressivité, on va l'avoir tout au long du sit and go, et plus on va avancer dans le jeu, plus on va pouvoir élargir nos mains, puisqu'il y aura moins de joueurs à la table, et qu'il y aura également beaucoup plus d'argent à gagner au milieu. Là, avec des blindes de 10, 20, il y a seulement 30 jetons à gagner pré-flop.
Donc ça sert vraiment à rien de jouer, de s'embarquer dans des coups avec des mains moyennes, type valet 10, dame 10, des connecteurs assortis, même si on a les cotes financières pour rentrer dans le coup. C'est-à-dire que si il y a 5 limpers, qu'il nous reste 20 jetons à rajouter avec une main de type 3-4 assortie, en tournoi avec un peu plus de profondeur de tapis, on la jouerait bien évidemment, mais là en stand go, en début de tournoi, on va jeter notre main, et le but de cette stratégie en fait, c'est d'économiser nos jetons. Alors décidément là pour l'instant on touche que des très bonnes mains. Alors le but c'est d'économiser tous nos jetons et d'observer les joueurs pour voir comment ils jouent et de se créer une image de joueurs très très serrés. Alors là avec As-Roi on a une excellente main, même si on a une forte relance, je pense qu'on va sur-relancer. Si il part à tapis, on va bien évidemment le suivre parce que c'est une des meilleures mains du jeu, en espérant qu'on se fasse payer par moins bien. Bon, ça colle, on n'a pas touché. J'espère qu'il n'a pas une paire en main. On va pas s'emballer, hein, on va checker. On va essayer de jouer un petit peu sécurite. Alors, j'ai pas forcément un très très bon jeu post-flop, hein. Faut pas forcément prendre exemple sur moi post-flop, hein. Je suis pas non plus un joueur professionnel, loin de là. Je veux juste vous montrer la stratégie gagnante sur les sit and go à ces limites là qui est assez facile. Je sais pas trop comment il joue ce joueur. Je vais coller une fois pour voir. Ouais, je pense qu'il a une main. Je pense qu'il a une main faite. Je vais me coucher là. Je pense qu'il a dû toucher son brelan de 10 ou qu'il a paire de valet ou paire de 9. Voilà, je pense que je suis largement dominé là. Je pense qu'il met 100, c'est pour que je paye. En fait, donc on va se coucher tranquillement. C'est pas grave. Le but c'est d'avoir joué très agressif. J'aurais peut-être pu économiser 100 jetons post-flop là à la river. Mais bon. Enfin à la turn, pardon. Alors, je répète. En début de tournoi, il faut jouer très serré. Il faut jouer agressif. Pourquoi très serré? Pour nous laisser le temps d'observer les joueurs, de voir comment ils jouent, et surtout de se créer une image de joueurs très serrés. En fait, cette image de joueurs serrés va nous permettre de voler les pots pré-flop ou alors post-flop avec une mise de continuation quand les blindes seront plus élevées et donc il y aura plus d'argent à gagner au milieu. Voilà. Donc en gros, on va presque pas jouer de coups, sauf les mains premium. Donc là, on a déjà joué 2 mains parce qu'on a touché une paire d'as et une paire de et as-roi, qui sont 2 très très bonnes mains, surtout en 1 contre 1. Voilà, ouais. Je pense que ce joueur-là est un joueur assez large, mais agressif, parce qu'on voit qu'il a relancé pré-flop avec des connecteurs assortis. Voilà, donc ça, c'est une information à prendre en compte. Voilà, donc la stratégie de début de sit and go, c'est serré, agressif. Alors, donc on va jouer que les premiums, et on va également jouer toutes les paires, du 2 jusqu'au 10, en les limpant, c'est-à-dire juste en collant la grosse blinde. À savoir que s'il y a déjà une relance pré-flop avant nous, on va coucher cette main, même si c'est une paire de 10, puisque le but de jouer ces paires, c'est de jouer de façon rentable, en essayant de toucher un brelan au flop. Donc ce brelan là, on va le toucher en moyenne une fois sur 8, il me semble. Je suis pas non plus un pro des statistiques, mais on va toucher ce brelan une fois sur 8, et c'est donc profitable de juste limper et d'investir le moins d'argent possible pour voir un flop et bien évidemment toucher son brelan. Si post-flop avec la petite paire, on touche pas son brelan, on s'emballe pas, c'est que on est sans doute déjà dominé, puisque si on a une paire de 3 et qu'il y a 3 cartes supérieures au flop, il y a de fortes chances que les joueurs en face aient touché au moins au minimum une paire. Même si la paire est petite, elle sera
on sera largement dominé. Voilà un petit peu la sélection des mains au départ. Alors, je suis allé voir, le deuxième système go va pas tarder à se lancer, pas tarder à être plein. Donc là, on a 10-4 off en big blind, on va se contenter de checker et d'abandonner à part si on touche une main post-flop, une main miracle. Allez, on va checker folder. Alors là, même si on a un semblant de tirage quinte, enfin c'est rien du tout, hein, ce qu'on a là, on a vraiment strictement rien. On va même pas suivre, hein, on se couche bien évidemment, on va économiser nos 30 jetons pour pouvoir avoir plus de fold equity dans la suite du tournoi. Alors je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est la fold equity. Quand on y arrivera, c'est-à-dire quand il y aura des blindes 40-80, 60-120, voire plus. À savoir que dans les sit and go, on dit toujours que un jeton perdu vaut bien plus qu'un jeton gagné. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment d'économiser ces jetons et de vraiment pas prendre de risques. Alors pourquoi on économise les jetons? Puisqu'on va arriver à un moment où les blindes, elles vont être tellement élevées qu'on va rentrer dans une stratégie de push or fold. C'est-à-dire on va soit mettre le tapis, soit on va se coucher. Donc c'est des décisions qui sont assez faciles, entre guillemets, à prendre, puisqu'on va pas jouer le coup post-flop, on va le jouer que pré-flop. Et si par chance on vient à doubler notre tapis, et qu'on a un tapis de 800, on va passer à 1600. Mais si on a économisé en début de partie 200 jetons, on va pousser notre tapis avec 1000 de jetons. Si on double, on passe à 2000 jetons au lieu de 1600 si on avait 800 jetons. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi. Mais ça, c'est vraiment très 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 important. C'est de ne pas rentrer dans des coups qui vont pas être rentables, dans des coups un petit peu foireux, où on va essayer d'aller toucher un tirage avec des connecteurs assortis, où on va suivre un ou deux barrels post-flop avec des petites paires, qui sont le plus souvent dominées post-flop. Voilà. Alors, il faut surtout ne pas hésiter non plus à partir à tapis, même en début de sit and go avec des premiums, type paire de dames, paire de rois, paire d'as, as-roi, voire as-dame assorti. Moi, je vous conseille les as-valets, notamment en début de parole, de les jeter sans honte. Et vous verrez, ça sera bien plus profitable parce que le as-valet, imaginez vous touchez votre paire d'as au flop, donc il y a quand même un bon kicker, hein, c'est le valet, mais imaginez vous tombez contre un joueur qui a as-dame ou as-roi, vous êtes à peu près sûr à 90% de perdre l'ensemble de votre tapis et vous vous êtes embarqué avec une main finalement qui a un pourcentage pas très élevé. Alors je connais pas le pourcentage de réussite de As-Valet, mais je sais déjà qu'il est dominé en toute logique par As-Dame et As-Roi. Voilà, c'est suffisant pour pas prendre le risque de perdre tous ses jetons. Alors là, on a eu As-4 dépareillé. Alors, les petits As, il faut savoir que c'est des mains à éviter. Pour la même raison que je vais vous expliquer. Si vous touchez votre paire d'As au flop, vous ne saurez jamais où vous situez par rapport à vos adversaires. Là, j'ai As-4, j'avais As-4, si jamais Orange Bud 33 à 6, eh ben, je peux difficilement le savoir et je suis largement dominé. Voilà, là je vous ai parlé un petit peu de la stratégie en début de tournoi. Donc là, on a observé un petit peu déjà les joueurs. Alors, je connais déjà quelques joueurs hein, sur cette table, puisque je suis un joueur régulier sur cette room. Alors, je connais très très bien Raz. Alors, Raz, je sais que j'ai déjà pris des notes, hein, vous voyez. On voit que j'ai mis qu'il était très serré, qu'il est multitable, et qu'il a une rentabilité environ à 3% sur 800 jeux. C'est plutôt un bon joueur qui joue très très serré, ça je le sais, parce que j'ai pris des notes et parce que je l'ai observé les précédentes parties. Alors ça veut dire que dès qu'il va me relancer pré-flop,
je vais être vraiment très très méfiant et je vais jouer contre lui qu'avec des mains premium. Parce que je sais que lui va jouer que des mains premium. J'ai un autre joueur sur lequel j'ai pris des notes, c'est Iji. Alors lui, c'est un joueur qui est mauvais. J'ai noté qu'il était large et que c'était une calling station, c'est-à-dire il va suivre plusieurs barrels post-flop pour essayer de toucher son tirage, sa quinte, voire payer avec des paires médium, voilà, qui sont souvent dominées. Ensuite, il y a un autre joueur, c'est Cibrez. J'ai pas joué énormément de mains avec lui, mais je vois qu'il est habitué des sit and go et qu'il est rentable. Et puis on a un autre joueur là, ce Cabo Verdeano, qui a l'air quand même agressif et large. Voilà, donc méfiance. Éviter de bluffer. Alors, il faut éviter de bluffer les joueurs débutants comme Iji, hein, qui va suivre avec des mains un petit peu rocambolesques. Alors là, je touche ma paire de valets. On a dit que les paires de valets, on allait les relancer pré-flop. Même si on est en premier de parole, on va relancer 3 fois la big blind, 120. Alors, vous voyez un Iji qui rentre vraiment dans la plupart des coups. C'est un peu compliqué à jouer cette main, hein. On aurait pu également la jeter, hein, si on voulait vraiment jouer très très sérieux. Alors, pourquoi la jeter? Parce qu'on est en début de parole en fait. Alors là, c'est parfait, on touche notre brelan. Je vais quand même faire une mise de continuation pour protéger mes mains. À savoir que je suis à peu près sûr, voilà, que ce joueur allait suivre. Donc je sais pas ce qu'il a ce joueur, mais bref. Puis là, je vais y aller. Je vais continuer, hein. Je suis capable d'aller à tapis, hein, avec cette main. Voilà, je vais coller, bien évidemment, en espérant qu'il n'y ait pas un brelan droit. Il y avait brelan de 8, c'est parfait. Voilà. Alors, vous voyez, là j'ai doublé, voire j'ai plus que doublé mon tapis. Je vous explique. Si j'avais, en début de sit and go, joué plusieurs coups, et que j'avais finalement plus que 1100 jetons, bah, je serais arrivé à 2400 jetons à peu près, alors que là je suis tout de suite à 3900 jetons, ce qui est énorme. Alors là je suis ultra confortable pour le reste de la partie. Bon, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance tout simplement parce que je suis tombé brelan contre brelan, hein, et ça c'est très très rare. Mais il faut savoir saisir sa chance. Et Ilji, je savais qu'il allait coller n'importe quelle mise de continuation. Donc c'est pour ça que j'ai fait un continuation bet classique et que j'ai pas slow playé. Slow playé qui veut dire sous-jouer ses mains. Alors pourquoi là? Allez, je vous ai mis l'autre sit and go qui vient juste de démarrer sur la droite. Alors on voit qu'il y a déjà un joueur qui est presque éliminé, il lui reste 40 jetons. Alors là, exemple très concret d'une petite paire. Si le joueur run du 51 n'avait pas sur-relancé, j'aurais juste limpé. Là, je vais même pas mettre les 40 pour essayer de toucher mon brelan, parce que j'estime que c'est trop cher. Je vais toucher mon brelan seulement une fois sur le 8. Si il relance, ça veut dire qu'il représente quand même de la force, c'est-à-dire qu'il a au moins des cartes supérieures aux 4, j'espère en tout cas, à moins qu'il ait 2 et 3, mais ça m'étonnerait qu'il relance en début de parole. Donc vous voyez, j'ai vraiment pas de honte à jeter ma petite paire, hein. Voilà. Surtout que ça part à tapis là. Donc là, c'est très bon pour nous, hein, quand les joueurs partent à tapis et qu'ils s'éliminent tout seuls, hein. En fait, on les laisse faire. Le but, c'est de les laisser s'éliminer entre eux. Ouais, il y a un joueur en moins. Allez. Donc là, je dirais qu'on a joué à peine 20 minutes sur ce sit and go. Et vous voyez, il y a déjà 3 joueurs qui sont partis.
Nous, on a pris vraiment zéro risque, c'est-à-dire qu'on a joué 3 mains. Une paire d'As, As et Roi dépareillés, et une paire de valets, où on a touché le brelan au flop. Et on arrive à 3800 jetons, ce qui est largement confortable, ce qui nous laisse le temps de venir, de continuer à gagner une image serrée pour pouvoir jouer beaucoup plus large par la suite. Là, vous voyez, j'ai As-8 off, j'ai couché sans hésitation. Alors, une main intéressante en début de parole, As-Valet suité. On va relancer 3 fois la Big Blind, comme tout à l'heure, le même montant que la paire de valets. Ce qui est important, c'est toujours de relancer le même montant pré-flop, qu'on ait une paire d'As, enfin, ou une petite, enfin, ou n'importe quelle main en fait. C'est justement pour pas montrer la force de notre main. Alors là, je fais toujours une mise de continuation post-flop parce que je pense que j'ai quand même la meilleure main. Puis si je me fais relancer à tapis, je vais folder parce que j'ai rien touché en fait au flop. Et la mise de continuation, on va dire qu'une fois sur deux, elle va fonctionner. C'est-à-dire que j'ai pris l'initiative pré-flop. J'ai relancé 3 fois la big blind. Mon adversaire me suit. Il arrive le flop, je remets une deuxième salle. Le joueur, il peut que suivre s'il a touché quelque chose au flop. Et il va toucher, il va toucher quelque chose au flop peut-être une fois sur deux, voire une fois sur trois. Et donc ça va être rentable sur le long terme d'adopter ces stratégies de mise de continuation. Et tout à l'heure, on a touché le brelan au flop. On a joué exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un jeu max ou pas de jeu du tout. On va essayer de jouer de la même façon. Là, ils ont vu tout à l'heure, j'ai montré mes cartes avec mon brelan de valet. J'avais fait la mise de continuation. Si je fais la mise de continuation quand j'ai rien et que les autres joueurs m'ont observé, ils vont croire que j'ai touché quelque chose au flop, du style un brelan, comme tout à l'heure, et ils vont la plupart du temps se coucher. Alors, je vais essayer de vous expliquer. On va attendre de jouer quelques coups là, pendant qu'on est en début de sit and go. Là, on arrive bientôt en milieu de partie sur celui-là, mais on a le temps de voir venir. Donc, je vais vous expliquer un document qui est très très important, un document Excel qui permet de gérer votre bankroll. Alors la bankroll, c'est défini par l'argent qu'on a mis sur la room. Donc il se traduit par allez, on va jouer très serré là. On va essayer de pas avoir des mains. Qui se traduit par un tableau Excel de ce type. Alors le tableau Excel, vous pouvez le faire n'importe comment. Moi, je vous conseille de le faire comme ça puisqu'il est très très clair et qui permet de voir si vous êtes rentable, si vous n'êtes pas rentable. Donc on a une première colonne avec le jour, deuxième heure, troisième le site. Alors pourquoi une troisième colonne avec le nom du site? Parce que vous pouvez être amené à jouer sur plusieurs rooms et le plus intéressant c'est d'avoir sa bankroll, une bankroll globale même si on joue sur plusieurs rooms. Voilà. Le buy-in, là on joue des sit and go à 1€, le classement de 1 sur 9, le gain brut, le gain net qui correspond au gain brut moins le buy-in, et la bankroll qui se calcule automatiquement avec une formule mathématique toute simple. Voilà. Là j'ai paire de 8. Alors, paire de 8, je fais une petite pause là sur la gestion de la bankroll. Là on voit qu'il y a déjà 4 joueurs qui sont éliminés, les blindes elles ont augmenté à 30-60, c'est déjà 90 à gagner au pot. Même avec une petite paire, je vais être agressif. Pré-flop. Puisqu'il y a déjà beaucoup plus d'argent à gagner au milieu. Je représente une très forte main, je relance pré-flop en début de parole. J'ai montré que des bonnes mains jusqu'à maintenant. J'ai un gros stack de jetons. Il n'y a aucune raison que
la surrelance ne passe pas. Alors, on revient sur le tableau ici. Je n'ai pas parlé du petit tableau à droite, où je calcule le nombre de places de mes résultats en fait. Voilà, là, depuis sur le mois de juin, j'ai fait trois premières places. Donc je le rentre dans ce tableau-là. Ensuite, ça va me faire, avec des formules mathématiques, un total des places payées, un total des places non payées, un total des parties jouées. Et puis ensuite, on fait un petit calcul de pourcentage d'ITM, donc in de monnaie, c'est-à-dire dans l'argent, et un pourcentage de première place. Et je me suis noté à droite les objectifs que j'aimerais atteindre, c'est-à-dire que pour être rentable sur le long terme sur des sit and go, il faut que vous atteigniez que 35% au minimum 35% de vos tournois doivent finir dans l'argent et 10% de vos tournois, c'est-à-dire dès que vous avez joué 10 tournois, il faut au moins que vous en ayez un où vous finissez à la première place. Voilà ce petit topo sur la gestion de la bankroll. Alors ça c'est très important. Pourquoi toutes ces informations? Tout simplement le jour où vous arrivez à vous stagner, vous n'arrivez plus à être rentable, vous voyez que vous commencez à perdre de l'argent, posez-vous les bonnes questions. Par exemple sur est-ce que je joue le bon jour? Combien de sit and go j'ai joué dans la journée? Est-ce que j'ai joué 20 sit and go dans la journée? Est-ce que je les ai joués après une grosse journée de travail? Est-ce que je les ai joués à 23h? Est-ce que je les ai joués à minuit? Est-ce que je les ai joués à 5h du matin? Tout ça, c'est super important. Est-ce que il y a eu du multitabling? Alors pourquoi le multitabling? J'ai fait une colonne tournoi, c'est pour mettre le numéro de tournoi, pour voir si je multitable ou pas. Alors bon, c'est facile aussi de voir le multitabling. Hein, allez, une paire de 6 qu'on va checker. Le multitabling, là j'ai commencé un tournoi à 20h45. Dans la foulée, j'en ai commencé un à 21h, ça veut dire que j'ai fait du multitabling. Alors là, j'ai touché mon brelan. Je vais adopter une stratégie de slow play puisque je suis dans les blindes. C'est-à-dire que je représente vraiment une main pourrie dans les blindes. Je vais juste suivre. S'il y a un pic qui sort, là je vais miser pour protéger ma main. Il faut savoir que l'autre joueur il a de fortes chances qu'il y ait un seul pic dans sa main. Je mise pour protéger ma main, c'est-à-dire que s'il a rien, il y a de fortes chances qu'il fold de sa main. S'il veut aller chercher son tirage, il a qu'à aller le chercher, mais en général il va pas le toucher. Alors, voilà, j'expliquais ça un petit peu. Et puis on peut mettre des annotations. Alors là, j'ai noté, bon, j'ai sauté à la bulle, j'ai noté que j'ai mal à jouer la bulle. C'est-à-dire que pour moi, j'ai estimé que c'est pas parce que j'ai pas eu de chance, c'est parce que j'ai très mal joué à la bulle. Voilà, il me semble que j'étais deuxième tapis et je me suis fait éliminer contre le plus gros tapis avec une main moyenne où je suis parti à tapis en fait. Voilà. Ça, c'est la gestion de la bankroll, à savoir que il me semble comme règle que je me suis fixé qu'il faut que vous vous fixiez, voilà, 5%. Pour ne pas être broke, c'est-à-dire ne pas tomber à zéro, il faut que vous investissiez à chaque fois que vous jouez au maximum 5% de vos bankroll. C'est-à-dire que si j'ai 100 euros dans ma bankroll, je peux jouer au maximum des sit and go à 5 euros. Si je perds mon sit and go à 5 euros, je vais avoir plus que 95 euros sur ma bankroll. C'est-à-dire que si je joue encore un sit and go à 5 euros, je vais dépasser les 5% de ma bankroll. C'est-à-dire que je vais prendre énormément de risques, puisque la rentabilité sur les sit and go, elle se fait vraiment sur le long terme, sur des centaines de parties, voire des milliers de parties. Voilà, c'est pas parce qu'on gagne 3 sit and go à la suite qu'on domine le niveau de sit and go. Il y a la variance qu'il faut prendre en compte. Donc au maximum 5% de notre bankroll. C'est-à-dire que si j'ai 100 euros, je peux jouer un sit and go à 5 euros. Je le perds, et ben je descends de limite. Il ne faut pas avoir honte à descendre de limite. C'est-à-dire que on va aller jouer des sit and go à 3 euros. Après, on va remonter au-dessus de 100 euros. On va pouvoir rejouer des sit and go à 5 euros. Et tant qu'on n'arrive pas à monter, ouh, jolie foule. Alors là, c'est une main qui me fait plaisir puisqu'on a éliminé un gros joueur.
un joueur très serré, donc couleur contre full, c'est parfait. Hein. Voilà. Donc sur la gestion de la bankroll, j'espère que j'ai été clair. C'est un des axes prioritaires pour gérer sa rentabilité, ou alors gérer au contraire l'argent qu'on perd. Alors là, main très intéressante, on est sur les blindes 15-30, on est seulement au deuxième niveau. Là, il y a quelqu'un qui relance à tapis. Alors, il y a un surrelanceur à tapis. Bien évidemment, on va jeter notre As-Valet dépareillé qui est souvent dominé par des paires de dames, par des paires de rois, des paires d'As, des As-Dames, des As-Rois. On jette sans hésiter, on va vraiment pas prendre le risque de se faire éliminer. Voilà, il y avait deux paires. Donc là, c'est très bon, il y a un joueur qui se fait encore éliminer. Mon As-Dame, là, je l'aurais même pas joué pour suivre le tapis à 300 là, du joueur précédent. Alors là, j'ai touché ma quinte, décidément, ce soir, sur ce... Je touche. Alors là, un joueur qui relance pré-flop, j'ai As-Roi, je vais pas hésiter une seconde à sur-relancer le joueur, quitte à partir à tapis, sans problème. Alors là, c'est parfait, hein, parce qu'il y a l'As qui tombe. Bon, je vais essayer de miser pour rentabiliser, là. Vous voyez, là, j'ai remporté le coup pré-flop. Hein. C'est-à-dire que j'ai quand même une image. Si je remporte le coup pré-flop, c'est que le mec, il doit savoir que si je relance pré-flop, j'ai une bonne main. Voilà. Alors vous avez sans doute remarqué là que on est à la bulle. On est le deuxième plus gros tapis. Stratégie à la bulle, c'est surtout de ne pas se faire éliminer prématurément. C'est-à-dire qu'on va prendre le moins de risques possible. Là, avec nos 3 valets off, on va essayer de voler les blindes tranquillement. On va mettre la pression sur les tapis plus faibles. Là, il me surrelance. Je pense qu'il a une main. On va se coucher tranquillement. Et puis ça passera la prochaine fois, c'est pas grave. Faut pas s'embarquer dans le coup au risque de perdre la taille de son tapis, qui était de 1500 jetons. Parce que avec notre tapis à 4500 jetons, si on perd 1500 jetons, on n'a plus que 3000 jetons. Voilà. Il suffit de derrière reperdre un coup, 3000 jetons, lui il passe à 3000. C'est-à-dire qu'on est plus que 2 joueurs 3000 jetons, un joueur à 6000 jetons et un joueur à 1200 jetons. Un joueur qui on a noté qui était plutôt serré, agressif et sérieux. Donc qui est pas prêt de se faire éliminer non plus. Voilà. Alors donc stratégie à la bulle, je rappelle. Surtout ne pas se faire éliminer. Le principal, c'est même si on rentre dans l'argent avec 200 jetons, eh ben c'est pas grave. Le but c'est de rentrer dans l'argent même avec 100 jetons, même si on se fait éliminer tout de suite après, c'est pas grave. Là on a paire de valets. Alors vu la profondeur de leur tapis, je vais le sur-relancer à tapis hein, avec ma paire de valets pour lui mettre la pression, pour lui dire bah mon coco si t'as une main, bah bon voilà il perd d'as. C'est pas grave, il a paire d'as, on est mal tombé. En gros là je lui dis bah si t'as une main moyenne de type As-Valet, Roi Dame, même s'il a sorti, c'est-à-dire qu'il va hésiter à 2 fois à me suivre à tapis parce que il aura peur de se faire éliminer à la bulle. Donc là je pense pas que j'ai mal joué parce que ma paire de valets elle dominait quand même je pense la plupart de ses mains puisqu'il aurait pu essayer de voler les blindes. Alors vous avez pu voir également que j'ai changé le montant de mes relances pré-flop. Je vous explique. Alors le montant des relances pré-flop, tout à l'heure, on a parlé de miser 3 fois la big blind plus une big blind par limper. Ça, on le fait quand les blindes sont vraiment pas élevées, c'est-à-dire quand ça nous coûte pas beaucoup d'argent. Ça nous impacte pas beaucoup sur le montant de notre tapis. Dès que les blindes commencent à arriver à 30, 60, 40, 80, voire plus,
ça va nous coûter beaucoup d'argent de relancer 3 fois la big blind. Parce que si on relance 3 fois la big blind, par exemple, on est à 60, 120 de blind. On va relancer 3 fois la big blind, c'est-à-dire 3 fois 120. Ce qui fait 360. Il va devoir avoir énormément d'argent dans le pot, et ça va être très difficile de jouer post-flop vu la profondeur de nos tapis. Alors que si on relance seulement 2 fois et demi la big blind, on va tout de suite diminuer. En fait, on va se faire ce qu'on appelle du pot control. C'est-à-dire qu'on va contrôler la taille du pot pour éviter de prendre le risque de se faire éliminer et de balancer tout notre tapis prématurément. Donc pré-flop, dès que les blindes sont élevées, même faire une petite min raise. Alors vous allez voir, quand les blindes sont à 60-120 en général, on fait même plus 2 fois et demi la big blind, on fait juste 2 fois la big blind, c'est-à-dire qu'on va faire une min raise. Et ça suffit pour être dissuasif, pour que l'adversaire ne rentre pas dans le coup avec une poubelle. Alors que avec des blindes à 10-20, si on fait une min raise, c'est-à-dire qu'on relance à 40, le gars il a seulement 20 jetons par rapport aux 1500 jetons de départ à rajouter, ce qui est ridicule. Et il va le plus souvent les mettre. Si on a As-Roi et qu'il y a 3 joueurs derrière qui rajoutent les 40 pour rentrer dans le pot, on se retrouve avec une main qui a du potentiel, qui a énormément de potentiel, avec en tête à tête, mais contre 4 joueurs, c'est une main qui va être souvent dominée post-flop si on touche rien au flop. Elle peut être dominée par un brelan, par une couleur, un tirage quinte, voilà. Alors je vais en profiter pour que ce soit un peu calme, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est là, toutes ces informations là sur les joueurs. Là on voit des informations, on voit des chiffres. Alors il faut savoir que j'utilise un tracker. Alors un tracker, c'est tout simplement un logiciel qui permet entre guillemets, d'observer les joueurs à notre place par des statistiques mathématiques. Voilà, le tracker va pas observer le comportement du joueur sur le chat. Donc, il va pas non plus prendre toutes les informations. Il faut quand même continuer à observer le joueur. Il va pas nous dire bah tiens, ce joueur là il a limpé la paire d'as. Voilà, ça c'est à nous de le noter, qui slow play les paires d'as. Donc là on est rentré dans l'argent, hein. C'est-à-dire qu'on alors je vais vous expliquer un petit peu tout à l'heure la stratégie elle change par rapport à la bulle. Donc je disais, le tracker, il nous permet d'économiser de l'énergie, de pouvoir multitabler beaucoup plus facilement et de prendre des décisions beaucoup plus facilement également. Alors il y a 2 chiffres très importants sur le tracker. Alors là je vais coucher mon As-Dame dépareillé parce que c'est la première fois qu'il relance à un montant pareil. Donc je vais voir, je sais pas ce qu'il a en main. Je sais que c'est un joueur plutôt serré, sérieux. J'ai pas envie de perdre mes jetons là-dessus. Alors, le tracker, on voit qu'il y a 3 chiffres. Voilà, il y a VP 15, PF 13, AF 23. Les plus importants, c'est les 2 premiers. Le premier, c'est le pourcentage de coups dans lesquels vous allez rentrer. C'est-à-dire le pourcentage de coups dans lesquels vous investissez des jetons. Donc moi, par exemple, je joue 15% de mes mains. Le deuxième chiffre, c'est le pourcentage de coups où vous rentrez, où vous jouez, mais en relançant, en étant agressif, pré-flop. C'est-à-dire que moi, 13% de mes mains, je les joue en étant agressif pré-flop. Donc on peut dire que je suis un joueur plutôt serré, puisque je joue seulement 15% de mes mains,
et même très agressif, puisque presque la totalité des mains que je les joue de manière agressive. Donc en gros, la différence là entre le 15% et le 13%, les 2 points de différence, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est en gros c'est les paires, les petites paires que je vais limper. Alors la paire d'As, on va relancer tranquillement du même montant que si on avait une autre main, et on fait toujours la mise de continuation, en faisant attention au tirage quinte, hein, et ça se couche tranquillement. Voilà, donc le tracteur, pas le tracteur, hein, le tracteur c'est autre chose. Le tracker, c'est intéressant puisque là on peut voir, j'ai joué 70 mains contre ce joueur, il a joué seulement 13% de ses mains, il en a relancé 4%. Alors on va prendre un autre joueur avec lequel j'ai un peu plus d'historique. Voilà, John, j'ai joué 100 mains contre lui, on peut voir qu'il joue presque 30% de ses mains, et qu'il relance préflop seulement 6% de ses mains. Donc, ce qui est rien du tout. C'est-à-dire que c'est une information qui veut dire que ce joueur-là est plutôt passif, qui n'est pas agressif. C'est-à-dire que le jour où ce joueur-là va relancer préflop, c'est vraiment qu'on peut se dire qu'il a une bonne main. Voilà. Donc méfiance, méfiance. Et ces informations-là, c'est quand même dur de se les faire soi-même. Rien qu'en observant, parce qu'il faut être vraiment très attentif. C'est pas facile. Voilà. Alors, ça c'était le tracker, et le tracker sur lequel je suis abonné, c'est un tracker qui est français, c'est un très très bon tracker qui s'appelle Xister. Alors je vais vous le montrer l'icône. Voilà, Xister, il est là. Alors pourquoi c'est un bon tracker? En fait, il a presque la même. Moi, j'utilise que ces informations-là. Hein. J'ai pas le temps de. Je suis pas un joueur professionnel. J'ai pas le temps de m'amuser à aller glaner d'autres informations sur mon jeu et sur le style de jeu de mes adversaires pour rentrer plus dans le détail post-flop, etc. Ou faire une sélection des mains que je joue. Moi, j'utilise vraiment que les 2 premiers chiffres, c'est-à-dire est-ce qu'on est serré ou large et est-ce qu'on est agressif ou pas. C'est déjà énorme comme information. Donc pourquoi il est bien? Parce que déjà premièrement il est en français, voilà, c'est non négligeable, et deuxièmement qu'il est pas cher du tout, c'est-à-dire que pour jouer à des basses limites, il suffit seulement de payer 10 euros, alors même pas 10 euros, je crois que c'est 9,90 € par an. Je peux vous dire que c'est largement rentabilisé les 10 euros par an, si vous jouez régulièrement, même sur des petites limites. C'est-à-dire que pour gagner 10 euros en sit and go, il suffit peut-être d'une trentaine de parties. Les 30 parties, vous les faites, en un mois si vous faites une partie par mois. Hein. Voilà. Donc le tracker, pour les joueurs réguliers, c'est quand même pas mal. Puisque il va aussi enregistrer. C'est-à-dire que si Fred, je le joue sur un autre sit and go, si Fred, je le joue sur un autre sit and go dans 3 jours, il aura déjà 82 mains à son actif. C'est plutôt intéressant. Alors, je vais vous parler de la stratégie quand on est dans l'argent. Voilà, donc là on est 3 joueurs. Il y a un gros tapis, c'est Fred. Puis avec Cibrez, on est à l'équilibre. Donc là, on est dans l'argent, c'est-à-dire qu'on est déjà rentable. Même si on gagne vraiment pas grand-chose. Hein. Donc on va élargir un petit peu nos mains et on va essayer de voler le maximum de pots pré-flop. Alors pourquoi on le fait ça? Parce que tout simplement il y a beaucoup d'argent au milieu. Et donc ça va être beaucoup plus rentable qu'en début de partie. À savoir qu'on a vraiment une image de serré. Là par exemple je vais vous montrer un exemple. Là il limp. Pour moi il est faible. Même si j'ai 5-7 off, je vais essayer de surrelancer pour faire en sorte qu'il se couche. Je vais montrer de la force, je vais jouer mon coup. Voilà. Il a limpé.
j'ai une image de serré, de joueur serré, je surrelance, il se couche sans aucun problème. Donc on va adopter un petit peu cette stratégie, c'est-à-dire on va jouer pas n'importe quelle main, on va surtout jouer la position quand on est au bouton. Voilà, là j'ai As-Dame. Mais si j'avais eu une autre main, une poubelle, un 7-2 off, j'aurais fait la même chose. J'aurais relancé j'aurais fait une ligne raise. Là, je pense que je vais suivre parce qu'il doit penser que je vole. Donc bon, s'il a une meilleure main, tant pis. Mais je pense être encore un petit 10. Ah non. Bon, c'est pas grave. La paire d'As. J'ai peut-être mal joué parce qu'on voit qu'il relance que seulement 6% de ses coups. C'est pas grave. On a fini 3ème. C'est quand même un bon résultat. Et il nous reste un sit and go à jouer. Hop. Qu'on va pouvoir suivre plus tranquillement. Alors là, je vais aller noter les... Je me suis couché, hein. Je vais aller noter le résultat dans mon petit tableau. Hein. J'ai fait 3ème. J'ai gagné 1,62€ brut, ce qui équivaut à 0,62 centimes. Et hop, ça agrémente le montant de ma bankroll. Donc c'est sit and go, il me semble que je l'ai commencé à 19h45, on va dire. Et lui, un quart d'heure plus tard. Donc là, comme ça, en notant l'heure, je vois que je fais du multitabling. Parce que je joue 2 sit and go en même temps. Alors, on va pouvoir se concentrer un petit peu plus sur cette partie-là. Là, on est en milieu de partie. C'est différent de tout à l'heure, puisque on n'a vraiment pas gagné de gros coups comme tout à l'heure. On avait réussi à monter un stack à 4000 jetons. Là, on a juste récupéré un ou deux tours de blinde par-ci par-là. On n'a pas gagné de gros coups post-flop. On va essayer d'examiner un petit peu le tapis des joueurs qu'on a. Donc là, on a un tapis à 1600, 1700, 2600 pardon, 2700. Donc là, on a deux tapis égaux. On a un gros chip leader à 5000 jetons. Et moi, je suis le plus petit tapis. Alors, rien de dramatique, hein, puisque les blindes sont seulement à 30-60. Elles vont bientôt passer à 40-80. Donc là, il va falloir commencer à élargir un petit peu notre jeu, essayer de voler les pots pré-flop, c'est-à-dire en volant les blindes tout simplement. Donc là, on va regarder un petit peu les joueurs, la manière de jouer des joueurs. Ce joueur-là, Pokémon, ça a l'air d'être un joueur serré et agressif, puisqu'il joue quand même presque tous ses coups agressifs pré-flop. Et il a joué seulement 8% de ses coups. Hein. Voilà, donc méfiance, ça a l'air d'être plutôt un bon joueur. John, qu'est-ce que j'ai pris comme note sur lui? Beaucoup d'historique. Alors c'est un joueur rentable, hein, John. Alors je dis pas que c'est un bon joueur, c'est un joueur rentable, donc ça veut dire qu'il a quand même quelques notions de poker. Best of plus, on voit qu'il est quand même très large, il joue presque 50% de ses coups, et il est également très agressif, puisque 40% de ses coups, il va les jouer de manière agressive. Donc c'est un joueur sur lequel il ne faut pas bluffer, mais qu'on va pouvoir essayer de piéger avec des très bonnes mains, notamment pré-flop. Alors, je vais vous montrer un exemple d'une main que je vais jouer. Donc là, les blindes 40-80, il faut se réveiller un petit peu, hein, si on veut pas non plus perdre tous nos jetons. On va relancer relance standard de 2 fois et demi la big blind. Si on me surrelance à tapis ou pas, je vais me coucher. Parce que j'ai pas une main qui est assez forte pour partir à tapis et de risquer mon tournoi maintenant. Voilà. J'ai encore trop de jetons pour me faire éliminer tout de suite. Donc là, le but, c'est essayer à chaque tour, d'essayer de récupérer les blindes pour pas voir notre stack diminuer. On va essayer de pas prendre de risques, on va toujours essayer de gérer un petit peu notre image. Si on joue un coup par tour, de manière sérieuse, ça va normalement suffire à, entre guillemets, se maintenir. Et pendant ce temps-là, il faut savoir qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent se faire éliminer. Hein. C'est ça le but aussi d'être patient, c'est ça. Donc là, vous voyez, il relance encore, pré-flop.
Et, il a peut-être un petit peu compris hein, la façon qu'il faut jouer maintenant, puisque les blindes sont élevées. On hésite un petit peu tous à investir de l'argent dans les pots. Là, je vais pas jouer parce que je vais devoir relancer trop fort pour faire coucher ces joueurs-là. Je vais trop investir d'argent par rapport à la taille de mon tapis, même si j'ai As-7 dépareillé. Non, je vais pas y aller. Si Best of Plus m'avait pas limpé, j'aurais relancé d'un montant de 2 fois et demi la Big Blind avec n'importe quelle main. Vous voyez là tout de suite on a élargi quand même largement notre sélection de mains par rapport au début du tournoi. Au début du tournoi on jouait vraiment que les mains premium. Là on est capable de jouer des 7-2 dépareillés en vol de blinde, des rois dames suités, des As-7, voilà. Sans pour autant prendre plus de risques. C'est-à-dire que notre image, ça y est, on l'a faite, elle est serrée. On peut élargir un petit peu notre jeu et faire croire à nos adversaires qu'on a des bonnes mains en les relançant pré-flop, alors que c'est pas du tout vrai. Allez, là on a une main intéressante, As-Valet dépareillé. Là je vais... Alors, il y a Best of Plus qui relance... Alors, bon c'est dommage. Qui relance au bouton, ça ressemble fortement à un vol de blinde. J'ai As-Valet. Si Bonzito n'avait pas sur-relancé, ce qui il montre énormément de force, hein, là. Je l'aurais sur-relancé à tapis. Best of Plus, parce que je pense que je domine largement sa range de main quand il est au bouton. Voilà. Bon là il suit. C'est-à-dire qu'il a peut-être une main, hein, mais je sais pas. J'y crois pas trop. Moi je pense que c'est plus Bonzitos qui a une main là. Type paire de 10, paire de valet, paire de dame, voilà. Et Best of Plus, je sais vraiment pas ce qu'il avait. Il avait peut-être un as mal assorti, qu'il a pas touché au flop. Voilà. Donc là, Best of Plus nous empêche quand même de jouer. Hein. S'il avait pas joué, encore une fois, j'aurais essayé de voler la big blind de John. Mais là, je peux pas. Je peux pas parce qu'on a vu qu'il était quand même assez large. Que tout à l'heure, il a collé une sur-relance pré-flop pour aller voir un flop. J'ai pas envie d'aller post-flop avec une main comme j'avais au tour précédent, là, de type 3-8 dépareillé, je crois. Voilà. Donc là, il joue vraiment presque toutes les mains, hein, Best of Plus. Entre guillemets, tant mieux pour nous, puisque s'il joue des mains, c'est-à-dire qu'il augmente les chances de se faire éliminer, de faire une mauvaise rencontre, ou d'éliminer un autre joueur. Voilà. Allez, on a toujours Best of Plus qui nous surrelance au bouton. On voit qu'il a changé la mise de son montant. Tout à l'heure c'était 160, maintenant c'est 140. Ça peut nous donner une petite information. On va folder tranquillement. Donc là, ouais, Best of Plus, il nous empêche un petit peu de jouer. C'est pas grave, on est patient. On attend d'avoir une main pour lui revenir dessus. En espérant qu'il paye avec moins bien. On voit que Pokémon adopte un petit peu la même stratégie que nous. Hein. Serré, agressif. Voilà. On se couche. On a vu ses statistiques. On peut se douter qu'il a une forte main, tout du moins une main qui domine la nôtre. Ah, As-Roi. Ça fait plaisir. J'espère tout simplement qu'il va y avoir de l'action. Bien évidemment, il n'y en a pas. On va faire une petite relance d'un montant standard. Hein. Donc là, si on se fait sur-relancer à tapis, bien évidemment, on va suivre, puisqu'on a une premium en main. Et post-flop, eh ben ça dépend. Alors il y a un check, on va faire une mise de continuation. Je pense qu'on a la meilleure main. Donc là, vous voyez qu'on est quand même
commit, hein. C'est-à-dire qu'on a, voilà. Bon, là, je suis obligé de suivre, hein. J'ai investi trop d'argent dans le pot, en espérant que je domine sa main, en espérant qu'il ait un as plus petit que le mien, et qu'il n'ait pas touché son brelan de 10 ou son brelan de as-dame. C'est parfait pour nous. Voilà, on ne pouvait pas rêver mieux. Donc là, on a doublé notre tapis, hein. On a doublé notre tapis, et vous voyez que si en début de partie, on avait gaspillé un petit peu de jetons en jouant quelques coups, là, en allant voir des flops, et ben on serait peut-être pas à 2150 jetons là, on serait peut-être à 1800 jetons. Et 1800 jetons, ça fait quand même une différence de 350, ce qui est quand même énorme quand on a des blindes de 60-120. Ça nous permet de faire un ou deux tours de blindes supplémentaires sans jouer de main. Donc c'est énorme. Voilà pourquoi aussi, une des raisons pourquoi on joue très peu de mains en début de tournoi. Alors John57 qui fait une surrelance à tapis, c'est une très bonne stratégie. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il relance à tapis. Les blindes sont 60-120. À partir du moment où on arrive dans la limite des 10 big blinds. C'est-à-dire que si notre tapis il fait moins de 120 jetons avec des blindes de 60-120, nous avons tout intérêt à rentrer dans une stratégie de push or fold. C'est-à-dire que y a tellement d'argent au milieu par rapport à la taille de notre tapis, que de toute façon on a du mal à jouer. Alors là je sais pas trop ce que je vais faire, j'ai abandonné le coup un petit peu là. Bon, il check, j'espère que j'ai mieux que lui. Yes. Je sais pas pourquoi il a joué, il a suivi au flop, mais bon, parce qu'il avait strictement rien. Bref, quand on a moins de 10 big blinds, le but, alors c'est pas faire comme il vient de faire, hein. C'est soit on pousse, soit on couche. Voilà. Pourquoi? Je répète, parce qu'il y a tellement d'argent au milieu. Là, il y a 120 plus 60, ça fait 180. Ça fait plus de 10% de notre tapis. Ce qui est énorme en gain. Ce qui est énorme en gain dans le sens où déjà ça nous laisse pas assez de profondeur pour jouer le coup post-flop. Et on a assez de fold equity, c'est-à-dire que la taille de nos tapis est encore assez élevée pour pouvoir faire coucher les autres joueurs et voler le pot pré-flop. Ça c'est le but. À partir du moment où on commence à avoir un tapis à moins de 5 big blinds, même si on relance à tapis, c'est très dur de faire coucher les joueurs qui sont de big blind avec des tapis avec presque 40 big blinds, quoi. Ça c'est presque impossible. Alors que si on a 10 big blinds, on a quand même pas mal de fold equity. Voilà, c'est ça le plus important. Donc on va pouvoir pousser un tapis avec des mains assez moyennes, hein, avec des petits as, des grosses cartes en main, type roi-dame, roi-valet, même des petits rois, roi 10, roi 9, qui peuvent faire quinte, des connecteurs assortis. Tout ça, faut pas hésiter à les pousser, hein, à tapis, puisque les joueurs en face, ils sont obligés, c'est mathématique, ils sont obligés d'avoir une très bonne main en face pour pouvoir pousser. Là, je vous explique. On est sur un coup intéressant. J'ai As-4 dépareillé. Pokémon à moins de 10 big blinds. C'est-à-dire que soit je lui mets tapis, soit je fold. Parce que si je fais une mine raise, il va le plus souvent me relancer à tapis. Et là, je saurais pas quoi faire parce que je sais pas vraiment s'il a une bonne main ou pas. Là, il est obligé de me suivre avec une excellente main. D'autant plus qu'on est à la bulle. Il n'a pas envie de sauter puisque je le couvre en nombre de jetons. Donc là, je peux faire ce move avec presque n'importe quelle main. Avec un 7 et 2 dépareillé, j'aurais fait le même move. Il aurait été obligé de me suivre avec une premium. Et des premiums, malheureusement, on n'en touche pas à tous les tours de cartes. Voilà, donc les premiums, c'est, je rappelle, les paires d'as, les paires de rois, les paires de dames, voire les paires de valets à ce niveau-là, hein. As-roi, as-dame, assorti ou pas assorti, as-valet assorti. Voilà. Donc là, il est vraiment obligé de me suivre
tapis avec des premiums. Donc là, je peux prendre le risque de voler ces blindes à chaque fois. Hein. Alors, au bout d'un moment, il va peut-être se rendre compte que je lui vole sa big blind, mais c'est pas grave. Il va nous revenir une fois dessus à tapis, et ben on va se coucher. Et puis la quatrième fois, il va en avoir tellement marre également. Mais sauf que, avec un peu de chance, on aura nous poussé cette fois-ci avec une paire d'as. Et là, il va nous revenir à tapis dessus, avec une main moyenne, qu'on aura largement dominé, et c'est là qu'il va se faire éliminer. Voilà. Donc là, stratégie à la bulle, on en a parlé tout à l'heure. Alors, Bonzitos là qui est un petit peu en tilt, on voit sur le chat, qui vient de perdre un coup, donc là il fait un tapis. J'espère qu'il va se faire suivre avec mieux, voilà. Allez, un petit as ou un petit roi. Eh non, bon, c'est pas grave. On aurait pu passer la bulle. Donc là, on va continuer à jouer serré. Hein. Le but, c'est pas essayer d'éviter les joueurs larges avec des gros tapis. En attendant, on va attendre un petit peu que Pokémon perde des jetons en lui volant ses blindes. Si on a l'occasion, on le fera. Là, on a As-Roi. Alors là, je pense qu'on va pousser le tapis. Hein. Alors pourquoi on pousse le tapis? Parce qu'il y a Pokémon qui a moins de 10 blindes. Mais aussi parce qu'il y a Best of Plus. Je pense qu'on domine largement sa range de main. Puisqu'il limp, alors que d'habitude il relance pré-flop. Alors bon, j'espère qu'il nous a pas trappé. Voilà. On a bien lu Best of Plus. C'est-à-dire que d'habitude il relance pré-flop. Là il limp. Alors je sais même pas pourquoi. Je sais même pas avec quoi il a limpé parce qu'il joue presque tous les coups en les relançant. Alors il aurait pu limper avec une paire d'as hein, pour nous piéger. Mais bon. C'est quand même assez rare les joueurs qui font ça. Là Pokémon il joue plutôt bien. Hein. Là il a qu'une seule solution, c'est pousser ou se coucher, c'est ce qu'il fait. Il se couche ou il pousse. Là, relance. Si ce joueur-là n'avait pas relancé pré-flop, je pense qu'on aurait poussé le tapis hein, contre Pokémon. Même avec cette main-là. Hein. Alors là, il a pas très bien joué Pokémon. Je vous explique pourquoi. Parce que là, il est comité. Son tapis fait la hauteur du pot. C'est-à-dire qu'il aurait dû sur-relancer à tapis. Plutôt que d'investir 240 jetons. C'est ridicule, quoi. Il a peut-être suivi avec une petite paire. Dans l'espoir de toucher son brelan, mais bon. Là, on voit que les blindes, elles ont augmenté, 80, 160. Et vous voyez que Pokémon n'a plus vraiment de fold equity. Ah! Il touche ça à 4, c'est pas grave, pas de chance. Il a plus vraiment de fold equity, c'est-à-dire que là, les deux gros tapis, ils auraient pu suivre avec des mains moyennes. Merci, Bonzitos, qui me laisse un walk. Donc vous voyez un petit peu là, ça fait environ une heure de jeu là. C'est à peu près la moyenne de temps des sit and go si on finit dans l'argent. Un peu plus d'une heure et quart. Et après ça se termine assez vite parce que les blindes elles augmentent vite. Elles commencent à coûter très cher donc en général en fin de partie ça part tout de suite à tapis. Voilà, parce qu'on tous les joueurs ont moins de 10 bébés. Donc la seule solution c'est tapis. Voilà, et après ça s'élimine très vite. Donc on arrive à 1h15 de jeu, 1h20 quand on finit en heads up, soit premier soit deuxième. Après il y a des bulles, on arrive sur des bulles avec des blindes des fois 200, 400 où ça s'élimine pas, hein, où c'est très très dur. Là, mais bon c'est plutôt rare.
Alors là, moyen, un Pokémon, il aurait dû pousser son tapis. Hein. Voilà, je vais pas le suivre, hein, bien sûr. Mais si j'avais eu une main moyenne, type Roi-Dame, je l'aurais aisément sur-relancé à tapis pour lui mettre la pression. Pour lui montrer, non, c'est pas toi qui as la meilleure main, c'est moi qui ai la meilleure main. Vas-y, suis-moi, au risque de te faire éliminer. Comme ça lui fait un petit peu torturer son cerveau. Hein. On le torture et il aura une décision très difficile à prendre par la suite. Là, on joue quand même très serré, hein. En général. On a difficilement envie de jouer contre les deux joueurs là. On a difficilement également envie de perdre, de passer short stack en perdant la moitié de notre tapis contre Pokémon. Ça devient quand même assez compliqué. Hein. Parce que je vous martèle depuis tout à l'heure que le but c'est vraiment de pas sauter à la bulle. Quoi. C'est vraiment la 4ème place, autant finir 9ème. Je préfère autant finir 9ème, avoir perdu à la première main avec une paire d'as que perdre à la bulle après tout le chemin parcouru. C'est un peu rageant. Voilà. Voilà, c'est un peu parfait. Hein. Il y a 3 joueurs dans le coup contre Pokémon. Les 3 calls. On espère que Pokémon n'a pas touché sa petite quinte là, qui va bien. Et on espère que c'est un autre joueur qui l'a touché. J'espère sincèrement que je vais pas passer short stack. Et que les 2 joueurs là, ils vont pas jouer à putain. Bon. Il va peut-être y avoir un partage. En espérant qu'ils vont pas fournir Pokémon en jetons, hein, là, les deux. Hein. Ça me ferait passer short stack. Le plus petit tapis de la table. Ouais. Donc là, yes. Là, on attend que ça. Hein. C'est que ça se bataille et que ça parte à tapis. Là, on est dans l'argent, ça y est. On a objectif réussi. Et d'autant plus que y a un joueur qui a perdu beaucoup de jetons sur le dernier coup, là, Papy, là, avec sa pipe. C'est plutôt bon pour nous. Hein. Parce que surtout qu'il est large, il va jouer beaucoup de coups. Bonzitos, il va sûrement suivre assez souvent ses tapis avec la taille du sien. Là. Voilà, donc là, on va essayer de continuer à jouer serré. Puisqu'il y a Best of Plus qui risque de se faire éliminer d'ici peu. Hein. On a toujours un peu plus de 10 Big Blind au tapis, donc on a le temps encore. Hein. On a le temps. Bon, dommage. C'est raté pour cette fois. Donc ouais, Bonzito, j'avais raison. Je savais qu'il allait suivre avec des mains moyennes. Là, il a suivi avec Roi 3 dépareillé. C'est plus que moyen. Mais bon, Best of Plus était en situation très précaire. On sait pertinemment qu'il allait relancer à tapis des mains très très larges. Ouais, je vais faire en sorte que ça se bataille entre eux. Hein. Ça a l'air d'être parti sur une bataille entre les deux. Là, moi, je reste à l'écart. Puis quand j'arriverai à un stack assez critique, et ben, je m'activerai un petit peu plus à pousser les jetons. Hein. Mais là, vous voyez, c'est que du bonheur. Hein. C'est que du bonheur. C'est-à-dire on fait pas grand-chose, mais on continue à gravir les échelons hein, tranquillement. C'est pas tous les jours que ça fait ça. Hein. Faut en profiter. En espérant que Bonzitos ait la meilleure main. Voilà. Best of Plus, je pense qu'il peut pas il peut difficilement s'empêcher de jouer des coups là. Hein. Alors là, il y a l'As au flop qui est tombé. Bonzitos, il a limpé pré-flop, il représente vraiment pas beaucoup de force. S'il avait eu un As en main,
Je pense qu'il aurait relancé pré-flop. Donc voilà, c'était plutôt un bon flop pour moi, pour bluffer Bonzitos. As-Valet dépareillé, très très bonne main contre 2 joueurs. Je fais une relance standard, une mine raise, en espérant que je me fasse sur-relancer. Je me fais pas sur-relancer. Je vais faire ma mise de continuation classique. Je vais essayer de représenter le roi. Hein. Alors là, ça me suit. Je vais pas m'engager plus, hein, parce que il peut très bien avoir une paire en main, pas avoir envie de la lâcher, ou avoir touché son roi avec un petit kicker, type roi 7, roi 8. Voilà. C'est pas grave, hein, ça arrive. Une fois sur deux, je vous dis, même 2 fois sur 3, la mise de continuation, elle est payante. Elle n'a pas été payante ce coup-ci. Là, je pense qu'il a une main. Hein. Il a dû peut-être toucher son brelan. Ou il a tout simplement le roi. Puisqu'il mise assez petit dans le pot et il veut que je paye. Donc je vais pas payer, hein, bien sûr. Voilà. C'est pas grave. Donc là, on passe. On n'a pas mal joué, hein, entre guillemets. Enfin, je pense pas. On passe en dessous des 10 big blinds, on passe même à 5 big blinds. Puisque les blinds ont augmenté. Et là, je pense qu'il limp. Il est encore faible, hein, je pense. Même avec mon dame 4 dépareillé, je vais relancer à tapis. En espérant qu'il se couche. Voilà, il s'est couché. Voilà, c'était limite, hein, parce que vu la taille de son tapis, il aurait très bien pu me suivre avec une main moyenne et qui dominait ma range. Parce que ma main, pour le coup, là, elle était vraiment plus que moyenne. Donc là, ce qui est intéressant avec le montant de ces blindes, c'est qu'il y a les antés qui se sont rajoutés, donc il y a encore un petit peu plus d'argent au milieu. Bon, décidément, on touche pas beaucoup de mains. Hein. On va se coucher là. Ce serait bien de chatter un petit peu là. 8-7 suité, on va relancer la tapis sans hésiter. 9J, bon. Malheureusement, c'est pas passé. C'est pas grave. Je pense que là, ce joueur-là, avec son 9J suité, je pense pas qu'il est super bien joué. J'ai vraiment représenté. J'ai vraiment joué serré toute la partie. Je représente vraiment une bonne main. Voilà. C'est pas grave. Je vais rentrer mon petit résultat. Donc, on a fait 2 sit and go. On a fini 3ème dans les 2 sit and go. C'est plutôt des bons résultats. Hein. Puisqu'on a 100% de réussite, entre guillemets. Donc voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez compris un petit peu la stratégie générale qu'il faut adapter sur des sit and go standards, c'est-à-dire qui sont pas turbo et qui sont sur des basses limites. Donc là, on était sur des sit and go à 1€. On a beaucoup de joueurs débutants, c'est pour ça qu'il faut adopter un jeu très sérieux. Et en général, c'est plus que payant. Voilà, donc merci de votre écoute, puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.